J'étais là, planté dans ce bureau du 42e étage à Lyon, le cuir souple du fauteuil m'enveloppant d'un luxe qui me semblait indécent. Le panorama sur la ville était époustouflant, mais tout ce que je voyais, c'était le précipice. Mon cœur cognait la carcasse de mes côtes, un tambour fou dans cette cathédrale de verre et d'acier. Comment en étais-je arrivé à devoir cracher la vérité, cette horreur enfouie depuis 10 ans, à la femme que j'avais la raison de haïr? C'était la fin de tout, je le savais. Juste un adieu final, mais pour Pierre, mon fils, il n'y avait pas de fin, juste un compte à rebours. Il n'y avait que 48 heures auparavant que j'étais sous le déluge d'octobre, les mains gelées, le cambouis incrusté dans chaque pore. C'était un mardi, enfin je crois, ou peut-être un mercredi. Les jours s'étaient mélangés, tissant une toile floue de fatigue et de désespoir. J'étais sur le point de fermer le garage, mon refuge poisseux dans les quartiers nord de Marseille. Cette bulle où l'odeur d'huile moteur et de café froid était mon unique compagnie. Le bruit des gouttes sur le toit en tôle ondulée était ma bande-son, un rythme hypnotisant pour un homme qui luttait pour ne pas sombrer. Je m'apprêtais à retrouver Pierre à l'hôpital Latimone. Mon fils, mon petit bonhomme de 8 ans, sa vie suspendue à ce souffle faible, à ce cœur qui lâchait. Le matin même, la voix de la Dr Sophie Fournier, cardiologue pédiatrique, avait tranché l'air comme un scalpel. La situation de Pierre a empiré cette nuit. L'opération, celle pour laquelle vous économisez, Monsieur Dubois, elle ne peut plus attendre. 85 000 €, 36 heures. Ces chiffres, cette échéance, m'avaient frappé plus fort que n'importe quel coup de clé à molette, me coupant le souffle. Mon compte épargne, 4 200 €, une montagne de dettes, des refus de prêts polis, des amis de la paroisse qui avaient gratté 3 000 €, Madame Dupont, ma voisine de 70 ans, qui m'avait glissé 500 € de sa pension. J'avais essayé de refuser, mais ses mains noueuses avaient fermé mes doigts sur les billets froissés avec une force surprenante. Le désespoir a un goût amer, celui du café froid que je buvais ces jours-là. Donc, la soirée avait commencé comme toutes les autres, baignée de cette même angoisse. Mon vieux pick-up m'attendait dehors pour l'hôpital, pour une énième nuit à dormir sur une chaise inconfortable. Mais alors que j'allais actionner la porte du garage, un son avait transpercé la pluie. Mon propre abattement. Un cri. Une voix de jeune fille paniquée. Je suis sorti. Elle était là, minuscule et trempée, à côté d'une Mercedes noire, si brillante qu'elle semblait sortie d'une autre dimension. Elle n'avait pas plus de 16 ans. Ses vêtements étaient ceux qu'on voit dans les magazines, loin de mon monde de cambouis, mais son visage était une tapisserie de pure terreur, le mascara dégoulinant, les cheveux collés. Le pneu avant était à plat, son téléphone était mort. « S'il vous plaît », a-t-elle balbutié, les mots se bousculant. Mon téléphone est mort, je ne sais plus où je suis, ma grand-mère est malade et je dois rentrer chez moi. Je la voyais trembler, l'hystérie au bord de la voie. J'ai reconnu ce regard, celui que je voyais dans le miroir depuis trop longtemps. « Ça va aller », je me suis entendu dire, la même voix calme que j'utilisais avec Pierre quand il faisait de mauvais rêves. On va regarder ça. Sophie Marie, en fait, m'a raconté plus tard sa version de cette nuit. Pour elle, c'était le chaos. Elle, la gamine des hauteurs de Nice, perdue dans les quartiers qu'elle ne connaissait pas de Marseille. Son téléphone mort, sa grand-mère malade et ce garage qui sentait l'huile et la déprime, éclairé par la lumière mourante des néons. Et puis moi, ce mécanicien sale, grand, l'air fatigué. Elle s'attendait à ce que je la chasse, à être jugée, à ce qu'on lui dise de se débrouiller. Elle se sentait si petite et si vulnérable. Quand je suis apparu sous la pluie, tenant mes outils, elle a cru que j'étais une sorte de fantôme, à la fois terrifiant et pourtant la seule personne présente. Elle se souvient surtout de la chaleur qui émanait de moi quand je lui ai dit que ça irait.
Une chaleur étrange au milieu de la nuit glaciale. C'est drôle comme nos perceptions peuvent différer, n'est-ce pas? Alors que moi, je ne voyais qu'une gamine terrifiée. Je me suis mise au travail, la pluie me transperçant. Le pneu était foutu. Mais ce qui m'a glacé, c'était le système de freinage. Le tuyau de frein vieux, corrodé, une fissure minuscule d'où s'échappait le liquide. Cette fille n'avait pas juste eu de la chance d'avoir une crevaison. Elle avait eu la chance que cela arrive ici, maintenant. Pas à 100 km à l'heure sur l'autoroute. Mes mains se sont figées sur la clé. Mon esprit a replongé 10 ans en arrière. Un autre système de freinage, une autre imperfection, un autre choix, des vies brisées. C'est grave? A demandé Marie, sa voix un filet d'eau. Le pneu, je peux le changer, ai-je répondu, la gorge sèche. Mais les freins, tu ne peux pas conduire cette voiture. C'est trop dangereux. Je l'ai regardé, l'eau me dégoulinant du visage. Où habites-tu? Je vais appeler un taxi quand j'aurai monté la roue de secours. Les hauteurs de Nice, a-t-elle dit, un quartier où les villas commencent à 2 millions. Bien sûr, le Mercedes valait sans doute plus que tout ce que je gagnerais en 5 ans. L'univers avait parfois un sens de l'humour cruel, me montrant exactement ce que je ne pouvais pas avoir, ce que Pierre ne pouvait pas avoir, au moment le plus bas de ma vie. J'ai monté la roue de secours en silence, mes gestes mécaniques. Quand j'ai eu fini, elle a sorti un portefeuille, ses mains tremblantes. « Combien je te dois? »« Rien, » ai-je dit, me détournant déjà. « Rentre chez toi en toute sécurité et fais réparer ses freins, immédiatement. » Elle a protesté, mais je marchais déjà vers le garage. Je devais être seul avec mes pensées, mon deuil, mon équation impossible. J'avais perdu 30 minutes, trempé pour rien, et j'allais être en retard pour Pierre. « Attendez, a-t-elle crié, au moins votre nom. Ma mère voudra vous remercier. » J'ai marqué une pause. L'épuisement me tirait les muscles. « Julien Dubois, ai-je dit sans me retourner. Dubois Réparation Automobile. Mais je n'ai pas besoin de remerciements. Sois juste prudente. » J'ai entendu la portière se refermer, le moteur démarrer, les pneus onéreux s'éloigner dans la nuit. « Attendez une minute, il faut que je m'arrête là. » Parce que, franchement, cette situation, tout ça, c'était complètement dingue. Je veux dire, j'étais là, le cul dans un fauteuil en cuir qui valait une fortune face à cette femme, et ma vie pendait littéralement à un fil. Est-ce que c'était le destin? Une blague cosmique? En temps normal, j'aurais juste ri de la situation. Mais là, mon fils, il n'y avait rien de drôle. C'est quand on touche le fond qu'on commence à croire aux miracles les plus improbables, non? Ou aux pires coïncidences qui finissent par vous rattraper, comme un serpent qui se mord la queue. Mon père disait toujours, « Fais attention à ce que tu sèmes, tu récolteras toujours. » Je me demandais ce que j'avais semé pour en arriver là. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à mes démons. La route jusqu'à l'hôpital a été un flou de routes mouillées et de phares rouges. Mon esprit tournait en boucle sur cette dureté de frein, sur le visage de Marie quand elle avait compris qu'elle était en sécurité, sur la façon dont elle avait dit que quelqu'un l'attendait à la maison. Pierre m'attendait aussi, à sa manière. Son petit corps luttait une bataille qu'il perdait lentement. J'ai serré le volant plus fort, mes phalanges blanches sous la lumière du tableau de bord. 36 heures, 85 000 euros. Une équation impossible avec la vie de mon fils comme variable. Quand je suis arrivé, Pierre dormait. Sa petite silhouette marquait à peine le lit d'hôpital. Les machines bipaient leur rythme régulier, traquant un battement de cœur que je connaissais par cœur maintenant, que j'entendais dans mes rêves. Je me suis installé dans le fauteuil à côté du lit, son vinyle craqué et inconfortable, et j'ai pris la main de mon fils avec précaution, conscient de la perfusion. Les doigts de Pierre étaient chauds, et j'ai senti ma poitrine se serrer d'un amour si féroce qu'il faisait plus mal que n'importe quelle douleur physique. « Salut, mon grand », ai-je murmuré, même si Pierre ne s'est pas réveillé.
Papa est... J'ai passé ces heures dans la pièce sombre, écoutant mon fils respirer, regardant les moniteurs dessiner leurs graphiques d'espoir et d'inquiétude. Demain, j'appellerai à nouveau l'hôpital, je supplierai pour plus de temps, je trouverai quelque chose. Je devais, parce que l'alternative, la pensée d'un monde sans le rire de Pierre, sans ses questions sur le fonctionnement des moteurs, sans son sourire édenté, ce n'était pas un monde dans lequel je pourrais survivre. Mon téléphone a vibré dans ma poche vers 23h30. Un numéro inconnu éclairait l'écran craqué. J'ai failli ne pas répondre, pensant que c'était un autre appel de recouvrement, un autre rappel de dette que je ne pouvais pas payer. Mais quelque chose m'a fait sortir dans le couloir et appuyer sur accepter, ma voix rauque quand j'ai répondu. Allô, Monsieur Dubois. La voix à l'autre bout était féminine, douce et assurée, avec un accent qui parlait d'école chère et de sauce de conseil. Je m'appelle Victoria Moreau. Ma fille Marie était en panne ce soir près de votre garage. Vous avez réparé son pneu et l'avez prévenue pour ses freins. Mon cerveau fatigué a mis un moment à faire le lien. Elle va bien. Elle est rentrée en toute sécurité? Oui, grâce à vous. Il y avait quelque chose dans la voix de Victoria Moreau, une chaleur qui semblait sincère. Monsieur Dubois, je me demandais si vous auriez le temps de me rencontrer demain. J'aimerais vous remercier correctement et j'ai une proposition d'affaires dont j'aimerais discuter. Chaque instinct en moi a hurlé. Danger. Les gens riches ne m'appellent pas à minuit avec des propositions d'affaires. C'était probablement une sorte de piège pour un procès. Ou peut-être voulait-elle m'embaucher comme son mécanicien personnel, chose pour laquelle je n'avais ni le temps ni l'énergie. Madame Moreau, j'apprécie l'appel, mais je n'ai vraiment pas besoin de remerciements. Votre fille était en difficulté. J'ai aidé. C'est tout. S'il vous plaît, a dit Victoria, et il y avait de l'acier sous la courtoisie maintenant. Juste 30 minutes de votre temps. Demain matin, 10 heures. Mon bureau est en centre-ville, tour du parc. Je vous promets, Monsieur Dubois, que cela en vaudra la peine. J'ai fermé les yeux, appuyé contre le mur du couloir de l'hôpital. Je n'avais plus rien à perdre à ce stade. Et peut-être que cette femme connaissait quelqu'un qui pouvait aider. Peut-être qu'elle avait des relations dans des banques ou connaissait des médecins qui acceptaient des plans de paiement. C'était un espoir désespéré, mince comme du papier, mais c'était tout ce qu'il me restait. 10 heures, ai-je accepté. Mais je ne pourrais pas rester longtemps. C'est tout ce dont j'ai besoin, a dit Victoria. Merci, Monsieur Dubois. Reposez-vous bien. Je suis retourné dans la chambre de Pierre, l'esprit embrouillé par de nouvelles questions qui s'ajoutaient à l'impossible pile déjà là. Je me suis rassis dans le fauteuil, tenant la main de mon fils, et j'ai essayé de ne pas penser aux durées de frein, aux pneus crevés, et à la façon dont l'univers semblait déterminé à me rappeler tout ce que j'avais perdu et tout ce que je risquais encore de perdre. Dehors, la pluie continuait de tomber, lavant la ville de ses péchés, tandis que Julien Dubois veillait auprès de son fils endormi, comptant les heures qu'il lui restait pour trouver un miracle. Le matin est arrivé, gris et froid. La pluie s'était enfin arrêtée, mais tout était dégoulinant et gorgé d'eau. J'avais réussi à dormir peut-être 2 heures sur la chaise avant qu'une infirmière n'arrive pour vérifier les constantes et à 6 heures. Pierre s'est réveillé alors, groggy et pâle, mais il a souri en voyant son père. Et ce sourire valait toutes les nuits sans sommeil. Nous avons partagé le petit déjeuner de la cafétéria de l'hôpital, de la bouillie que Pierre a plus remuée dans son bol qu'il ne l'a mangée, et nous avons parlé de choses sans importance. Pierre voulait savoir si papa avait réparé des voitures sympas hier. Je lui ai raconté l'histoire de la Mercedes, omettant la peur et le désespoir, la faisant passer pour un simple travail. À 9h30, j'ai embrassé Pierre sur le front et promis de revenir bientôt. J'avais appelé Madame Dupont pour qu'elle s'occupe de Pierre pendant quelques heures, et elle était arrivée avec un sac des livres préférés de Pierre et une détermination farouche à distraire le garçon. J'ai conduit mon pick-up en centre-ville,
me sentant de plus en plus déplacé à mesure que les immeubles devenaient plus hauts et plus brillants. La tour du parc était toute en verre et en acier, le genre d'immeuble conçu pour intimider quiconque gagnait moins de 6 chiffres. Les halls étaient en marbre et en chrome, résonnant des pas d'hommes et de femmes en costume qui coûtaient plus que mon ancienne hypothèque. La réceptionniste m'a dirigé vers les bureaux de direction du 42e étage, et j'ai monté l'ascenseur avec l'estomac noué. Je portais mon jean le plus propre et une chemise que j'avais repassée dans la salle de bain de l'hôpital, mais je sentais encore légèrement l'huile moteur et je me sentais comme un imposteur dans ce monde de pouvoir et d'argent. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes sur un espace de réception d'une élégance discrète. Des murs gris doux, des œuvres d'art modernes qui coûtaient probablement une fortune, des meubles qui semblaient sculpturaux et profondément inconfortables. Monsieur Dubois, une femme d'une trentaine d'années s'est approchée, son sourire professionnel. Madame Moreau est prête à vous recevoir. C'est par ici. Je l'ai suivie dans un couloir bordé de récompenses et de photos. Victoria Moreau serrant la main de politiciens, coupant des rubans, recevant des plaques. Ce n'était pas seulement riche, c'était riche et influent. Le genre d'argent qui bouge dans le monde et le change. Le bureau de Victoria Moreau aurait pu contenir mon garage entier 2 fois. Des fenêtres allant du sol au plafond donnaient sur la ville. La lumière du matin filtrait à travers de légers nuages. Elle s'est levée quand je suis entré et j'ai pu la voir vraiment pour la première fois. Fin quarantaine peut-être, élégante d'une manière qui semblait sans effort, portant un tailleur bleu foncé qui coûtait probablement plus cher que l'opération de Pierre. Mais ce sont ses yeux qui m'ont frappé. Intelligents, vifs, mais avec quelque chose de plus doux en dessous. Elle avait perdu quelqu'un, ai-je réalisé, avec l'instinct de quelqu'un qui connaissait intimement le deuil. Elle le portait comme moi, dans la façon prudente dont elle se tenait, la légère hésitation avant son sourire. « Monsieur Dubois », a-t-elle dit en tendant la main, « merci d'être venu. » Sa poignée de main était ferme, confiante. Elle a désigné une chaise en face de son bureau, en cuir et probablement ergonomiquement parfaite. Je me suis assis, sentant les callosités de mes mains accrocher la coudoir lisse. « Madame Moreau », ai-je commencé, « j'apprécie que vous vouliez me remercier, mais s'il vous plaît, laissez-moi finir. » M'a-t-elle interrompu doucement. Marie m'a tout raconté. Comment vous fermiez, comment vous auriez pu facilement la renvoyer, comment vous avez non seulement réparé son pneu, mais avez vérifié toute la voiture et trouvé le problème de frein. Elle s'est penchée légèrement en avant. Le mécanicien à qui j'ai envoyé la Mercedes ce matin a confirmé ce que vous avez dit. Les 2 ritz de frein étaient gravement corrodés. 1 semaine de plus, peut-être moins, et elles auraient lâché de manière catastrophique. Elle a fait une pause et j'ai vu ses mains se crisper sur le bureau. Vous avez sauvé la vie de ma fille, Monsieur Dubois. Pas seulement en changeant un pneu, mais en prenant le temps de tout vérifier, en faisant le travail correctement, même si vous n'aviez aucune raison de le faire. J'ai fait ce que n'importe qui ferait, et je dis, mal à l'aise avec son intensité. C'est là que vous vous trompez, a dit Victoria. La plupart des gens ne l'auraient pas fait. Ils auraient changé le pneu et l'auraient laissé repartir. Mais vous non, et je veux savoir pourquoi. Elle s'est assise, m'étudiant. Marie a dit que vous lui aviez dit que quelqu'un l'attendait à la maison. Vous l'avez dit comme si ça avait une signification personnelle. J'ai senti ma gorge se serrer. Tout le monde a quelqu'un qui l'attend. Tout le monde compte pour quelqu'un. Victoria a hoché la tête lentement. J'ai fait des recherches sur vous, Monsieur Dubois. J'espère que cela ne vous dérange pas. C'est une habitude après des années de commerce. Vous avez travaillé pour Techno-Sûreté Automobile, ingénieur mécanique en chef. Vous étiez destiné à la direction. Puis, il y a 10 ans, vous avez démissionné subitement. Pas de référence, pas de poste suivant en vue. Vous avez ouvert Dubois Réparation Automobile il y a 8 ans. Vous travaillez seul, vous avez un fils, Pierre, âgé de 8 ans.
Elle a fait une pause et quelque chose a traversé son visage. Je sais aussi que Pierre est actuellement à l'hôpital La Timone, service de cardiologie pédiatrique. Je me suis levé brusquement, la colère traversant mon épuisement. Les informations médicales de mon fils sont privées. Vous n'aviez pas le droit. Asseyez-vous, Monsieur Dubois. Ce n'était pas une demande. La voix de Victoria portait une autorité qui m'a fait marquer une pause malgré moi. Je n'ai accédé à aucun dossier médical. Je connais simplement l'hôpital où vont les enfants atteints de graves problèmes cardiaques. Marie a mentionné que vous sembliez épuisé, inquiet. J'ai rassemblé les pièces du puzzle. Elle s'est levée aussi, se dirigeant vers la fenêtre. Je veux vous offrir un emploi. Mon entreprise développe des technologies de sécurité automobile. Nous avons besoin de consultants qui comprennent les systèmes mécaniques, qui prennent la sécurité au sérieux. Le poste est payé 150 000 € par an. Je me suis laissé retomber dans le fauteuil, le chiffre me frappant comme un coup physique. C'était plus que ce que j'avais gagné au cours des 3 dernières années réunies. C'était 2 fois l'opération de Pierre. Quelle est la contrepartie? Aucune, a dit Victoria, mais j'ai besoin d'une vérification de casier judiciaire, de référence de précédents employeurs, et le contrat ne commencerait que dans 2 semaines. Elle s'est tournée vers moi. Est-ce que ce sera un problème? Tout en moi est devenu froid. La vérification révélerait pourquoi j'avais quitté Technosureté. Les références seraient impossibles. J'avais brûlé ces ponts quand j'avais démissionné et 2 semaines, c'était 14 jours de trop tard. Je me suis levé à nouveau, cette fois en me dirigeant vers la porte. J'apprécie l'offre, Madame Moreau, mais je dois y aller. Monsieur Dubois, attendez. La voix de Victoria m'a arrêté à la porte. Si c'est une question de délai, si vous avez besoin que le poste commence plus tôt, ce n'est pas une question de délai, ai-je dit, et j'étais tellement fatigué de porter ce poids seul. C'est le fait que je ne le mérite pas. Je ne mérite pas votre gentillesse, ni votre offre d'emploi, ni vos remerciements. Je me suis retourné pour lui faire face et quelque chose s'est brisé en moi. Mon fils a besoin d'une opération. 85 000 €. J'ai peut-être 8 000 € au total si je vends tout ce que je possède. J'ai des heures, pas des semaines, et je ne peux pas accepter votre charité. Surtout pas de vous. Pourquoi surtout pas de moi? A demandé Victoria tranquillement. Parce que je ne suis pas une bonne personne, Madame Moreau. Je suis juste quelqu'un qui essaie de réparer des erreurs qui ne peuvent pas être réparées. Ma main était sur la poignée de porte, prête à fuir comme je fuyais depuis 10 ans. Merci pour l'offre. Je suis désolé de vous avoir fait perdre votre temps. Avez-vous travaillé sur les systèmes de freinage chez Technosureté? La question de Victoria était douce, mais elle m'a glacé. C'est pour ça que vous avez vérifié si soigneusement les freins de Marie. Pourquoi vous travaillez seul dans un petit garage plutôt que dans une autre grande entreprise? Je suis resté figé, le dos tourné, ma main tremblante sur la poignée de porte. Je pouvais partir maintenant, sortir, la laisser penser ce qu'elle voulait. Mais j'étais si fatigué de fuir, si fatigué de porter ça seul. Et peut-être qu'il était temps que quelqu'un connaisse la vérité sur ce que j'avais fait. Oui, ai-je dit, ma voix à peine un murmure. J'ai travaillé sur les systèmes de freinage. J'étais ingénieur en chef sur un nouveau projet. Nous étions en retard. Les dirigeants faisaient une pression. Et j'ai trouvé un défaut. Le silence dans le bureau était absolu. Je me suis tourné pour faire face à Victoria, croisant son regard. C'était petit, un problème de tolérance de conception qui pouvait entraîner une usure prématurée dans certaines conditions. Mon superviseur a dit que c'était probablement bon que nous le surveillerions après la production. Il m'a dit de ne pas retarder le lancement pour ce qui pourrait être rien. Ma voix était stable maintenant, factuelle, récitant les faits de mon plus grand échec. J'avais 28 ans. Je voulais la promotion. Je voulais le bureau d'angle et l'augmentation et le prestige. Alors, j'ai signé. J'ai approuvé le design. Qu'est-il arrivé? A demandé Victoria,
et sa voix était étrange maintenant, tendue et contenue. 6 mois après que les voitures soient entrées en production, il y a eu un accident sur l'autoroute près de Toulouse. Les 2 rites de frein ont lâché dans une berline de 2 ans. Le conducteur était un homme nommé Daniel Moreau. Il avait sa fille de 10 ans dans la voiture avec lui. Il a fait un écart pour éviter de heurter le terre-plein central quand les freins ont lâché, mais il a trop corrigé. Mes yeux étaient secs au-delà des larmes. Je les avais toutes versées il y a des années. Il a heurté une barrière en béton à 112 km à l'heure. Il a été tué sur le coup. La fille a survécu avec des blessures mineures. Et je l'ai tué, pas avec mes mains, mais avec mon silence, avec mon ambition, avec ma lâcheté. Le visage de Victoria était devenu complètement blanc. Elle a agrippé le bord de son bureau et j'ai vu ses phalanges blanchir. « Qu'avez-vous dit? »« Daniel Moreau », ai-je répété et j'ai regardé, la compréhension naître comme une explosion nucléaire sur les traits de Victoria. C'était votre mari, le père de Mary. C'est pourquoi je ne peux pas accepter votre argent ou votre travail ou quoi que ce soit de vous. J'ai déjà pris la chose la plus importante que vous aviez. Pendant un long moment, Victoria n'a pas bougé, n'a pas respiré. Puis elle s'est assise très soigneusement dans sa chaise, ses mouvements précis et contrôlés. « Vous me dites, » a-t-elle dit, et sa voix était de la glace sur la fureur, « que vous êtes responsable de la mort de mon mari, que vous saviez qu'il y avait un problème et vous n'avez rien dit. »« Oui, » ai-je dit simplement. Il n'y avait rien d'autre à dire. J'ai démissionné le jour après la publication du rapport d'accident. Je ne pouvais plus affronter l'idée de retourner là-bas. Je ne pouvais pas supporter de voir ces systèmes de freinage en production, sachant ce qu'ils avaient fait. J'ai perdu ma maison, ma carrière, tout. J'ai déménagé ici et j'ai ouvert un garage parce que c'était tout ce que je pouvais faire. Parce que je pensais que si je passais le reste de ma vie à réparer des voitures correctement, à tout vérifier 2 fois, à ne jamais bâcler le travail, peut-être que je pourrais, d'une manière ou d'une autre, équilibrer la balance. J'ai ri, amer et brisé. Mais on ne peut pas équilibrer cette balance. Et maintenant, mon fils est en train de mourir et je n'ai pas d'argent et pas de temps. Et je pensais peut-être que vous aviez un lien ou une idée qui pourrait aider. Mais non, parce que je suis la personne qui a détruit votre famille et je n'ai pas le droit de vous demander quoi que ce soit. Victoria m'a regardé fixement et j'ai pu voir la guerre se dérouler derrière ses yeux. Le deuil et la rage et le choc, tous se battant pour la domination. « Sortez », a-t-elle finalement dit, sa voix tremblante. « Sortez de mon bureau. » J'ai hoché la tête. Je m'y attendais. Je le méritais. J'étais à mi-chemin de la porte quand elle a reparlé. « Attendez !» Je me suis retourné. Victoria était debout maintenant, tout son corps rigide de tension. « Parlez-moi de la vérification de casier judiciaire. Pourquoi serait-ce un problème? Parce que quand j'ai quitté Techno-Sûreté, je me suis assuré qu'ils ne puissent pas étouffer ce qui s'était passé. J'ai déposé des rapports. J'ai parlé aux enquêteurs de sécurité. L'entreprise a réglé discrètement avec votre famille, mais en interne, c'était le chaos. Ils m'ont mis sur liste noire. Quiconque appellera pour une référence entendra que je suis difficile, que j'ai causé des problèmes, que j'ai coûté des millions à l'entreprise. Ils ne diront jamais pourquoi, mais ils s'assureront que personne ne m'embauche. Je l'ai regardé dans les yeux. J'ai fait mon choix il y a 10 ans. Je le paye depuis. « Et votre fils ?» a demandé Victoria. « Combien de temps lui reste-t-il? » « Des heures, ai-je dit. Peut-être 30 maintenant. Sans l'opération, ils le renverront. Ils le renverront chez moi, pour qu'il soit confortable. » Les mots se sont noués dans ma gorge. Il a 8 ans. Il veut être ingénieur comme son père. Il ne sait pas que son père est la raison pour laquelle les gens meurent quand ils font confiance à des choses cassées. Victoria s'est dirigée vers la fenêtre, me tournant le dos, sa silhouette sombre se découpant sur le ciel gris de la ville. « Mon mari était un homme bon », a-t-elle dit doucement. « Gentil, drôle,
brillant. Marie l'adorait. Nous étions censés vieillir ensemble, voir notre fille obtenir son diplôme, avoir des petits-enfants. Au lieu de ça, j'ai dû l'enterrer et expliquer à une fille de 10 ans pourquoi papa ne rentrerait pas à la maison. Elle s'est retournée et j'ai vu des larmes sur son visage maintenant, bien que sa voix soit restée stable. Pendant 10 ans, j'ai voulu trouver quelqu'un à blâmer, quelqu'un à haïr. L'entreprise m'a donné de l'argent et des excuses, mais jamais de responsabilité. Et maintenant vous êtes là, debout dans mon bureau, et vous me dites que c'est vous. C'est moi, Off-Boy, ai-je dit. Vous êtes aussi celui qui a sauvé Marie la nuit dernière, a poursuivi Victoria. Vous avez empêché ma fille de subir le même sort que son père. Vous auriez pu simplement changer ce pneu et partir. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez tout vérifié parce que vous avez appris. Vous avez appris de la pire erreur de votre vie et vous avez changé. Elle s'est essuyée les yeux avec des mouvements précis. J'ai un choix à faire maintenant, Monsieur Dubois. Je peux choisir de m'accrocher à 10 ans de colère. Je peux choisir de vous laisser partir d'ici sans rien. Laissez votre fils mourir. Appelez ça le karma ou la justice ou n'importe quel mot qui facilite le sommeil la nuit. Ou je peux choisir autre chose. J'ai attendu, ne comprenant pas, n'osant pas espérer. Victoria a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti un chéquier. Je peux choisir de briser le cycle, a-t-elle dit, écrivant avec des traits rapides et décisifs. Je peux choisir de laisser quelque chose de bien sortir de cette tragédie. Je peux choisir de sauver une vie au lieu de m'accrocher à une mort. Elle a arraché le chèque et l'a tendu à Julien. 85 000 € pour l'opération de Pierre. J'ai fixé le chèque, les chiffres écrits là, et mes jambes ont lâché. Je me suis assis lourdement sur la chaise, mes mains tremblant trop fort pour l'atteindre. Je ne peux pas, ai-je réussi à dire. Je ne peux pas accepter ça de vous. Pas après. Vous pouvez, a dit Victoria fermement. Non pas parce que vous le méritez, non pas parce que cela efface quoi que ce soit, mais parce que Pierre le mérite, parce que c'est un garçon de 8 ans qui veut être ingénieur, et il n'a rien à voir avec les erreurs que son père a faites. Elle a posé le chèque sur le bureau devant moi. Ce n'est pas le pardon, Monsieur Dubois. Je ne sais pas si je peux vous pardonner. Peut-être un jour, peut-être pas. Mais c'est un choix de laisser quelque chose de bien arriver, un choix d'honorer mon mari en sauvant la vie d'un enfant comme je n'ai pas pu sauver la sienne. J'ai ramassé le chèque d'une main tremblante, fixant la signature de Victoria, le montant qui signifiait la vie pour mon fils. Pourquoi, ai-je chuchoté? Après tout ce que je viens de vous dire, pourquoi feriez-vous cela? Parce que la nuit dernière, vous avez protégé ma fille, a dit Victoria. Vous avez vu une fille effrayée qui avait besoin d'aide et vous l'avez aidée, même si vous aviez toutes les raisons de fermer votre garage et de partir. Vous l'avez prévenue pour ses freins, non pas parce que vous le deviez, mais parce que vous ne pouviez pas supporter la pensée qu'elle meurt de la même manière que mon mari. Elle s'est assise en face de moi et j'ai vu l'épuisement sur son visage qui correspondait au mien. Vous essayez de sauver des vies depuis 10 ans, un contrôle de frein à la fois. Vous ne pouvez pas ramener Daniel, mais vous pouvez sauver Pierre. Et peut-être que ça compte. La porte du bureau s'est ouverte et Marie est entrée, s'arrêtant net en me voyant. « Maman, tout va bien. » Victoria a regardé sa fille puis moi, et quelque chose a changé dans son expression. « Marie, viens ici. Je veux te présenter quelqu'un. » Marie s'est approchée avec prudence, sentant clairement la tension. « C'est Julien Dubois. C'est l'homme qui t'a sauvé la vie la nuit dernière. » Et Victoria a fait une pause, choisissant ses mots avec soin. « C'est aussi quelqu'un dont la vie a été sauvée par ton père d'une certaine manière. Il a fait des erreurs, de très graves erreurs qui ont fait du mal à notre famille. Mais il a appris d'elles. Et parce qu'il a appris, il était là pour t'aider quand tu en avais besoin. » Marie a regardé entre nous, la confusion claire sur son jeune visage. « Je ne comprends pas. »« Tu n'as pas besoin de comprendre, » a dit Victoria doucement.
Pas tout de suite. Ce que tu dois savoir, c'est que M. Dubois a un fils très malade et nous allons l'aider parce que c'est ce que ton père aurait voulu. Il a toujours cru que les gens méritaient une seconde chance. Elle s'est tournée vers moi. Allez porter ce chèque à l'hôpital. Sauvez votre fils. Et quand il sera rétabli, si vous voulez toujours ce poste, il est à vous. Pas de vérification de casier judiciaire, pas de référence, juste un père qui a appris à faire la bonne chose, même quand c'est difficile. Je me suis levé, le chèque serré dans ma main comme une bouée de sauvetage. Je voulais dire quelque chose de profond, quelque chose qui capturerait l'ampleur de ce que Victoria venait de faire. Mais tout ce qui est sorti fut « Merci. Je ne mérite pas ça, mais merci. » Non, a dit Victoria tranquillement. Vous ne le méritez pas. Mais Pierre, oui. Maintenant, allez-y. Je suis parti. J'ai couru à travers le bureau élégant, ignorant les regards étonnés des assistants et des cadres. J'ai pris l'ascenseur, 42 étages, le cœur battant dans ma poitrine. J'ai conduit jusqu'à la banque dans un état second, à peine capable de voir à travers les larmes qui coulaient sur mon visage. Le guichetier a traité le chèque avec une efficacité professionnelle, ne remarquant pas ou ne se souciant pas que l'homme devant elle tenait la vie de son fils dans un morceau de papier. J'ai appelé l'hôpital depuis le parking, ma voix brisée, leur disant que j'avais l'argent pour programmer l'opération immédiatement. Au moment où j'ai atteint la chambre de Pierre, l'équipe médicale était déjà en train de se mobiliser. Pierre était réveillé, effrayé par toute cette activité soudaine, et je l'ai serré dans mes bras aussi doucement que possible avec tous les tubes et les fils. « Hé, mon grand, » ai-je dit, ma voix lourde d'émotion, « devine quoi, tu vas être opéré aujourd'hui. » Vraiment? Les yeux de Pierre se sont écarquillés. « Tu as trouvé l'argent? » « Oui. » Je dis, appuyant mon front contre celui de Pierre. « J'ai trouvé l'argent. Quelqu'un de très spécial nous a aidés. Quelqu'un qui croit que tu vaux la peine d'être sauvé. » « Bien sûr que oui, » a dit Pierre avec la simple confiance des enfants. « Je vais être ingénieur comme toi, papa. Je vais construire des choses qui aident les gens. » J'ai fermé les yeux, serrant mon fils contre moi, pensant au choix de Victoria Moreau et à la mort de Daniel Moreau et au poids impossible de la culpabilité et de la grâce entrelacée. « Tu vas être meilleur que moi, » ai-je murmuré. « Tellement meilleur. » Ils ont emmené Pierre en chirurgie 3 heures plus tard. J'ai passé ces heures à expliquer la procédure, à faire des blagues, à être courageux pour mon fils d'une manière que je n'avais jamais été courageux pour moi-même. Quand ils ont emmené Pierre sur la civière, le garçon m'a souri et a dit « À bientôt, papa. Je t'aime. » Et je l'ai dit en retour, les mots portant chaque once d'amour et de peur et d'espoir désespéré dans mon cœur. L'opération a duré 7 heures. J'ai fait les 100 pas dans la salle d'attente, incapable de m'asseoir, incapable de penser à autre chose qu'à Pierre sur cette table d'opération. Des chirurgiens travaillant pour réparer le cœur brisé de mon fils. Madame Dupont est restée avec moi pendant les premières heures, puis a dû partir pour son propre rendez-vous médical. J'étais seul quand la Dr Sophie Fournier est finalement sortie, toujours dans ses blouses chirurgicales, son masque baissé pour révéler un sourire fatigué mais sincère. « Il a été formidable », a-t-elle dit, et mes jambes ont lâché pour la 2e fois de la journée. Je me suis assis lourdement sur le sol de la salle d'attente, et la docteure Fournier s'est accroupie à côté de moi. L'opération s'est parfaitement déroulée. Il est en salle de réveil maintenant. Ce sera un long chemin, beaucoup de guérison devant lui, mais Julien, il va s'en sortir. J'ai mis mon visage dans mes mains et j'ai pleuré. De grands sanglots étouffés que j'avais retenus pendant des mois, pendant des années, pendant une décennie. J'ai pleuré pour Pierre et pour Daniel Moreau et pour la grâce impossible d'avoir reçu une seconde chance que je ne méritais pas. La Doc Fournier m'a laissé pleurer, sa main ferme sur mon épaule, et finalement la tempête est passée et j'ai pu respirer à nouveau. Ils m'ont laissé voir Pierre 1 heure plus tard. Mon fils était pâle et petit dans le lit de la salle de réveil, la poitrine enveloppée de bandages, les machines surveillant chaque respiration,
et chaque battement de cœur. Mais il était vivant. Il allait vivre. J'ai pris la main de Pierre avec précaution, conscient des perfusions, et j'ai regardé mon fils dormir le sommeil drogué de la guérison. Dehors, l'après-midi laissait place au soir, les lumières de la ville commençaient à briller dans l'obscurité grandissante. Mon téléphone a vibré, un message d'un numéro inconnu. « Comment va-t-il? » J'ai fixé le message, puis j'ai tapé une réponse d'une main, sans lâcher Pierre. « Opération réussie. Il va s'en sortir. Merci. Je passerai le reste de ma vie à essayer de mériter ce que vous avez fait aujourd'hui. » La réponse est venue rapidement. « Vous n'avez pas à le mériter. Faites simplement mieux. C'est tout ce que nous pouvons faire. » Puis un autre message. « Marie veut lui rendre visite quand Pierre se sentira mieux, si cela vous convient. » J'ai regardé mon fils endormi, le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine, le moniteur montrant un cœur qui apprenait à battre correctement. « Ce serait un honneur, » ai-je tapé en retour. Les jours suivants se sont fondus dans une routine de visite à l'hôpital et de guérison. Pierre s'est rétabli plus vite que quiconque ne s'y attendait. La résilience de la jeunesse l'a porté à travers. À la fin de la première semaine, il était assis et se plaignait de la nourriture de l'hôpital, ce qui, selon la doc Fournier, était un très bon signe. Victoria et Marie sont venus lui rendre visite le 9e jour, apportant des fleurs et une voiture télécommandée que Pierre a immédiatement voulu démonter pour voir comment elle fonctionnait. J'ai observé Victoria et mon fils parler de principes d'ingénierie. J'ai vu la façon dont elle souriait à l'enthousiasme de Pierre. J'ai vu Marie dessiner avec Pierre pendant les moments calmes. « Il me rappelle Daniel », a dit Victoria doucement, pendant que les enfants étaient absorbés par leur activité. Elle et moi nous tenions près de la fenêtre, maintenant une distance prudente. Toujours vouloir savoir comment les choses fonctionnaient, toujours croire qu'il pouvait tout réparer. « Je suis désolé, » ai-je dit, parce que je ne cesserai jamais d'être désolé. Je sais que ça ne change rien, mais je le suis. « Je sais que vous l'êtes, » a répondu Victoria. « C'est pourquoi j'ai fait le choix que j'ai fait. » Elle s'est tournée pour me regarder. « L'offre d'emploi tient toujours. Quand Pierre sera assez bien pour que vous puissiez retravailler, venez me voir. Nous réglerons les détails. »« Pourquoi ?» ai-je demandé. « Pourquoi voudriez-vous que je sois près de votre entreprise après ce que j'ai fait? » Victoria est restée silencieuse un instant, regardant Marie rire de quelque chose que Pierre avait dit. « Parce que j'ai passé 10 ans à bâtir une entreprise axée sur la sécurité automobile. J'ai témoigné devant le Congrès. J'ai fait pression pour des réglementations plus strictes. J'ai fait tout ce que je pouvais pour que ce qui est arrivé à Daniel n'arrive à personne d'autre. » Elle a croisé mon regard. « Mais j'ai besoin de gens qui comprennent ce qui se passe lorsque la sécurité est compromise. Des gens qui ont vécu les conséquences. Des gens qui ne bâcleront plus jamais le travail. C'est vous, Julien. Vous êtes quelqu'un qui vérifie 2 fois chaque durite de frein parce que vous ne pouvez pas supporter la pensée qu'une autre famille perde ce que nous avons perdu. Je ne mérite pas votre confiance, ai-je dit. Peut-être pas, a concédé Victoria. Mais Pierre mérite un père qui peut subvenir à ses besoins, et d'autres familles méritent des ingénieurs qui prennent la sécurité au sérieux. Alors, nous appellerons ça KIT. 3 mois plus tard, Julien Dubois est entré chez Carson Technologies pour son premier jour de travail. Pierre était à la maison, en bonne santé, courant avec une énergie qui compensait tous les mois de maladie. La cicatrice sur sa poitrine guérissait. Un rappel de la façon dont nous étions passés près de tout perdre. Mes propres cicatrices étaient différentes, invisibles, portées dans la façon prudente dont j'abordais chaque projet et les cauchemars qui me réveillaient encore parfois. Dans la photographie de Daniel Moreau que personne ne connaissait. Mon bureau était petit, mais avait une fenêtre avec vue sur la ville. Sur mon bureau, j'ai placé 2 photographies. L'une était Pierre au parc après l'opération, les bras grands ouverts comme s'il essayait d'embrasser le ciel. L'autre était la vieille coupure de journal sur l'accident de Daniel Moreau, maintenant encadrée. Victoria m'avait demandé pourquoi je la gardais, et je lui avais dit la vérité.
Je ne voulais jamais oublier ce que mes choix avaient coûté, ce qu'ils avaient sauvé, à quel point la ligne était mince entre les deux. Le travail était stimulant, épanouissant d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. J'ai formé de nouveaux ingénieurs, mis l'accent sur les protocoles de sécurité, examiné des conceptions avec une attention méticuleuse que certains trouvaient excessive et d'autres en sont venus à respecter. J'ai noué des partenariats avec les agences de réglementation, fait pression pour des normes de sécurité plus strictes, et chaque soir, je rentrais chez Pierre en sachant que j'avais passé la journée à essayer de protéger l'enfant de quelqu'un d'autre, comme j'avais échoué à protéger Daniel. Victoria et moi avons maintenu une relation professionnelle prudente qui a lentement, timidement évolué vers quelque chose comme de l'amitié. Pas le genre facile, mais le genre difficile, construit sur la vérité et le choix et la reconnaissance que certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais peuvent être supportées. Marie et Pierre sont devenus de vrais amis. Le lien improbable entre eux, quelque chose qu'aucune des deux familles n'avait prévu, mais que tous deux ont fini par chérir. Pour le premier anniversaire de l'opération de Pierre, je l'ai emmené faire du camping pour la première fois. Pierre était assez fort maintenant, autorisé par ses médecins, sautillant d'excitation alors que nous montions notre tente dans les montagnes. Cette nuit-là, assis autour du feu de camp sous les étoiles tourbillonnantes, Pierre a posé la question que j'attendais. « Papa, pourquoi tu vérifies toujours toutes deux fois, même à la maison, même quand ça n'a pas d'importance? » J'ai regardé dans le feu, observant les flammes danser. « Parce que tout a de l'importance, mon grand. Chaque choix que nous faisons, chaque fois où on pense à couper les coins ronds, chaque fois où nous décidons que quelque chose va probablement bien, tout cela compte. La vie des gens dépend de nous qui faisons notre travail correctement. » J'ai regardé mon fils, voyant la fille de Daniel Morrow dans mon esprit, voyant l'homme qui est mort parce que j'avais eu trop peur de parler. J'ai appris ça à mes dépens. J'ai fait une erreur une fois qui a blessé des gens, et je me suis promis de ne jamais refaire ce genre d'erreur. « Quel genre d'erreur? » a demandé Pierre, son visage sérieux dans la lumière du feu. Le genre où je savais que quelque chose n'allait pas, mais je n'ai rien dit parce que j'avais peur. Et je dis honnêtement, quelqu'un est mort à cause de mon choix, et je ne peux pas le ramener, mais je peux m'assurer que je ne laisserai plus jamais cela arriver. Pierre est resté silencieux un long moment, assimilant cela, puis il a dit, « C'est pour ça que Mme Morrow nous a aidés, parce que tu as aidé Marie en partie, ai-je dit, mais aussi parce que Mme Morrow a fait un choix. Elle aurait pu être en colère contre moi pour des choses que j'ai faites il y a longtemps. Au lieu de ça, elle a choisi de t'aider. Elle a choisi de laisser quelque chose de bien sortir de quelque chose de mauvais. » J'ai mis mon bras autour des épaules de Pierre. « C'est ce que j'essaie de t'apprendre, mon grand. Nous faisons tous des erreurs. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons après, si nous apprenons, si nous essayons de faire mieux. » « Je vais faire mieux, » a dit Pierre avec confiance. « Quand je serai ingénieur, je rendrai les choses vraiment sûres, comme toi et Mme Morrow. » J'ai serré mon fils contre moi, respirant l'odeur des bois et de l'air de la montagne et des secondes chances. « Tu fais déjà mieux que moi, » ai-je dit tranquillement, juste en étant toi. Nous nous sommes assis dans un silence confortable, père et fils, sous des étoiles qui avaient été témoins d'innombrables échecs et triomphes humains, qui continueraient à brûler longtemps après que nos petits drames se seraient éteints. J'ai pensé à Victoria dans son bureau ce matin-là, aux chèques qu'elle avait écrits et aux choix qu'elle avait faits. J'ai pensé à Daniel Morrow, parti il y a 10 ans maintenant, mais façonnant toujours des vies à travers les ondes de sa mort. J'ai pensé à Marie, épanouie et forte, portant la mémoire de son père. Et j'ai pensé à la fille pleurant à côté d'une Mercedes en panne, et comment ce seul moment de choisir d'aider avait d'une manière ou d'une autre mené à tout cela. Le passé ne pouvait pas être effacé, je le savais. Je portais la mort de Daniel Morrow avec moi, je la porterais jusqu'à ma propre mort, un poids qui ne se levait jamais complètement. Mais à côté de ce poids, il y avait le rire de Pierre,
Il y avait la connaissance que d'autres familles étaient plus en sécurité grâce au travail que je faisais maintenant. Il y avait la grâce impossible que Victoria m'avait montrée. Ce n'était pas la rédemption. Pas vraiment. La rédemption suggérait que les balances pouvaient être équilibrées, qu'assez de bonnes actions pouvaient effacer un choix terrible. Mais c'était quelque chose. C'était vivre avec un but, vérifier les 2 rides de frein et enseigner aux jeunes ingénieurs et s'assurer que mon fils grandisse en comprenant que chaque détail compte, que chaque choix a des répercussions. Aujourd'hui, il y a des jours où je pense que c'était la meilleure chose qui pouvait m'arriver. D'autres, je me dis que j'ai commis l'erreur de trop. Mais la vie n'est jamais parfaite, n'est-ce pas? Il n'y a pas de fin avec un nœud parfait, juste des matins qui se lèvent, des choix à faire, des routes à suivre. C'est mon histoire, avec ses ombres et ses lumières. Ça me convient, parce que c'est moi. Et on continue. C'est tout ce qu'on peut faire.